Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Vers 1911, aux aciéries Southworks de Chicago, du métal Babbitt en fusion recouvrit entièrement un verre des lunettes de protection d'un ouvrier. Selon le comité de sécurité de l'usine, ces lunettes lui évitèrent de perdre la vue et il ne subit qu'une légère brûlure au visage. Pour le mécano de la Générale en 1926, Buster Keaton sacrifia une véritable locomotive en la lançant sur un pont en flammes au-dessus de la rivière Roe, dans l'Oregon. La scène, tournée sans maquette, coûta environ 42 000 $ et fut l'une des plus coûteuses de l'époque du cinéma muet. Pour le final de Way Down East en 1920, Lillian Gish tourna sur de véritables plaques de glace dans des conditions hivernales réelles, sans recréer toute la scène en studio. Elle plongeait même sa main et ses cheveux dans l'eau glacée, tandis que l'équipe devait chauffer la caméra pour empêcher son mécanisme de geler. Dans les années 1930, les spectacles automobiles américains attiraient le public avec des sauts de voitures, des tonneaux et des passages à travers des obstacles en feu. Ces cascadeurs, souvent surnommés « Death Dodgers », transformèrent ces démonstrations très risquées en attractions itinérantes populaires. En 1949, la photographe Nina Lynn suivit à Sarasota les artistes du cirque Ringling Bros, Barnum et Bailey pendant leurs répétitions loin du public. Ces images dévoilaient surtout l'entraînement quotidien des acrobates qui répétaient leurs numéros sur corde avant le départ de la tournée. En 1980, Keith Calhoun photographia 2 détenus partageant une cellule d'environ 2 mètres sur 2,40 mètres à Angola, le pénitencier d'État de Louisiane. Cette immense prison avait été établie sur d'anciennes plantations, et Calhoun consacra des décennies à documenter la vie de ces détenus. Frank Hurley, photographe de l'expédition antarctique d'Ernest Shackleton, grimpait jusque dans le gréement de l'Endurance avec son lourd matériel pour obtenir des angles impossibles depuis le pont. Son travail documenta ensuite l'emprisonnement puis la destruction du navire par les glaces, donnant un témoignage exceptionnel de l'expédition. Dans les années 1940, ce masque chauffant électrique était utilisé pour réchauffer le visage et la tête dans l'espoir de stimuler la circulation sanguine. Ce traitement de beauté promettait ainsi de donner à la peau un aspect plus frais, à une époque où les salons expérimentaient de nombreux appareils aujourd'hui disparus. Un incendie ravage les Dow's Stores, de vastes entrepôts du New York Dock Company situés au pied de Pacific Street, sur le front de mer de Brooklyn. Ces installations servaient notamment au stockage et au transfert de marchandises arrivant par bateau, et la date exacte de ce sinistre reste inconnue. Au bal surréaliste des Rothschild en 1972, Marie-Hélène de Rothschild portait une immense tête de cerf ornée de larmes en véritables diamants. À ses côtés, le baron Alexis de Redé avait choisi une étonnante coiffe composée de 4 visages pour une soirée au château de Ferrières où chaque invité devait venir avec une tête surréaliste. Pendant la Première Guerre mondiale, des estafettes américaines s'entraînaient à Richmond à transporter des messages à moto tout en portant un masque à gaz afin de rester opérationnels en cas d'attaque chimique. Les motos permettaient d'acheminer rapidement des ordres entre unités lorsque les communications fixes ne suffisaient pas. Dans la tourelle sphérique du B-17, le mitrailleur combattait recroquevillé dans un espace d'à peine 1 mètre de diamètre entre 2 mitrailleuses lourdes. Son parachute restait généralement dans le fuselage faute de place, ce qui l'obligeait à sortir de la tourelle avant de pouvoir évacuer l'avion. En 1959, à New York, Carmen Martinez, 15 ans, fut conduite au tribunal après avoir été accusée dans l'affaire du meurtre de Raoul Banouchi, 17 ans. Les archives du Daily News la montrent se débattant contre les policiers dans une affaire liée aux violences entre bandes de jeunes.
En 1953, dans un épisode de I Love Lucy, Lucy Ricardo se retrouve engagée comme cible d'un lanceur de couteaux après avoir prétendu savoir tout faire. La scène avec les lames autour de sa tête était un gag de l'épisode Lucy Tells the Truth, diffusé à la télévision américaine en novembre 1953. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen réalisa l'une des premières radiographies en photographiant la main de son épouse Anna Bertha, dont les os et l'alliance apparurent nettement. Cette expérience démontra que les nouveaux rayons pouvaient traverser les tissus mous, ouvrant rapidement la voie à leur utilisation médicale. En Allemagne, en 1929, cette permanente électrique enroulait chaque mèche autour de tiges chauffées reliées à une machine afin de modifier durablement la forme du cheveu. Ce procédé, perfectionné après les travaux de Karl Nessler, resta long et encombrant avant l'arrivée de méthodes chimiques plus simples. En 1936, l'américaine Isabella Gilbert présenta un appareil destiné à créer artificiellement des fossettes en exerçant une pression prolongée sur les joues grâce à 2 petites pièces réglables. Le dispositif fut même breveté, mais rien ne prouvait qu'il puisse produire des fossettes permanentes. Dans les années 1930, des cascadeurs surnommés Death Dodgers traversaient des murs en flammes devant les foules des foires américaines, aux côtés d'autres numéros comme les collisions volontaires et les sauts de rampe. Popularisés par des troupes itinérantes telles que celle de Jimmy Lynch, ces spectacles vendaient le danger comme divertissement à une époque où l'automobile symbolisait encore la modernité. En 1918, le prototype américain America, conçu par le professeur E.F. Miller du Massachusetts Institute of Technology, fut présenté comme l'une des tentatives des États-Unis de développer leur propre char pendant la Première Guerre mondiale. Malgré sa taille impressionnante, il resta expérimental et n'entra jamais en production de série. À 22 étages au-dessus de New York, des employés de la commission industrielle de l'État s'entraînaient sur le toit du Victoria Building pendant la Première Guerre mondiale. Leur programme, conçu pour la National Security League, faisait partie d'une vaste campagne visant à améliorer la condition physique des civils américains. Depuis le toit d'une école new-yorkaise, un policier surveillait en 1972 les dealers qui tentaient d'approcher les élèves dans une ville alors confrontée à une forte circulation de stupéfiants. Le photographe Leonard Freed suivait la police de New York pour documenter son travail quotidien, un projet poursuivi jusqu'à la fin des années 1970. L'actrice Alice Granville fut hospitalisée à New York en 1931 après que Pete Donahue, lié au gang du célèbre contrebandier Dutch Schultz, lui eut tiré dans le bras lors d'une soirée. Un récit de presse de l'époque affirme qu'elle voulait quitter l'établissement et que Donahue aurait tiré pour l'en empêcher. Ces lourdes massues et chaînes appartiennent au Palevani, une ancienne tradition iranienne où les exercices de force reproduisent symboliquement l'entraînement des guerriers. Dans les orkhanés, ou maisons de force, les athlètes s'entraînent au rythme d'un tambour et de récits épiques, une pratique inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel. 2 gardes-frontières américains armés interceptent en 1948 un groupe qui tente de traverser une rivière depuis le Mexique vers les États-Unis. À cette époque, la frontière était déjà surveillée par la Border Patrol, mais de nombreux secteurs restaient ouverts et difficiles à contrôler sur de longues distances. Conçu pour contourner le rationnement d'essence pendant l'occupation, l'œuf électrique de Paul Arzens associait en 1942 une carrosserie en aluminium à de larges surfaces en plexiglas. Avec ses 5 batteries, ce prototype de 350 kg pouvait parcourir environ 100 km et atteindre près de 70 km à l'heure. Bien avant que les pompons et les chorégraphies modernes ne dominent les tribunes, les cheerleaders universitaires américains étaient souvent des hommes et misaient surtout sur des cris et des sauts spectaculaires. En 1950,
le photographe de Life Loomis Dean saisit ainsi un cheerleader de la Southern Methodist University en plein vol lors d'un match à l'Université du Texas. Avant que le cheerleading ne devienne associé aux équipes féminines, il était surtout pratiqué par des hommes dans les universités américaines. À Davidson College, en 1925, les meneurs encourageaient les tribunes avec des mégaphones et des chants, une tradition alors étroitement liée au football universitaire. John Sonny. Franzese fut l'un des dirigeants de la famille criminelle Colombo à New York et passa une grande partie de sa vie entre procès, prison et libération conditionnelle. Condamné une dernière fois pour extorsion, il sortit de prison en 2017 à l'âge de 100 ans, devenant alors le plus vieux détenu fédéral des États-Unis. Avec sa carrosserie en tôle inspirée d'un bateau et sa grande porte ronde, ce 3 roues artisanal de M. Agraham ne ressemblait à presque aucune automobile de son époque. Construit à Kingston en 1929, il était pourtant annoncé capable d'atteindre environ 110 km à l'heure. Suspendu à une horloge géante dans Safety Last, Harold Lloyd donne l'illusion d'être au-dessus du vide, mais le décor était installé sur le toit d'un immeuble de Los Angeles avec une plateforme de sécurité cachée hors champ. Le risque restait réel. Lloyd réalisa lui-même une grande partie de la scène malgré une main droite partiellement amputée depuis un accident en 1919. Sur la plage de Bondy, George Caddy photographia entre 1936 et 1941 des membres d'un club de gymnastique qui formaient des pyramides humaines et des équilibres spectaculaires sur le sable. Presque oubliées pendant des décennies, ces images sont devenues l'un des rares témoignages de cette pratique surnommée beachobatics. Bien avant la création d'une unité photographique officielle des pompiers de New York, en 1956, leur intervention était déjà documentée sur de grandes plaques de verre, souvent d'une netteté remarquable. Ce cliché appartient à une collection de 720 photographies, dont la plupart datent d'avant 1931, mais son lieu et sa date précise n'ont pas été conservés. Le météorologue Cecil Madigan revenait vers la base de l'expédition antarctique de Douglas Mawson lorsqu'un blizzard transforma peu à peu son capuchon en véritable masque de glace. À Cap Denison, ces sorties scientifiques exposaient régulièrement l'équipe à des vents extrêmes et aux gelures du visage. Pour rivaliser avec la Tour Eiffel, l'ingénieur George Ferris imagina pour l'exposition universelle de Chicago une roue géante capable d'emporter 2160 personnes barafels à la fois. Inaugurée en 1893, elle comptait 36 cabines, culminait à environ 80 mètres et coûtait 50 cents par trajet. Dans les années 1920, certains salons utilisaient déjà d'imposants sèche-cheveux électriques qui dirigeaient l'air chaud vers la tête à travers plusieurs tubes métalliques. Bien avant les modèles portatifs, ces machines encombrantes permettaient d'accélérer le séchage des coiffures alors très travaillées. À bord de l'Aurora, l'expédition antarctique de Douglas Mawson transportait hommes, matériel et équipes scientifiques vers certaines des régions les moins connues du continent. Le photographe Frank Hurley transforma ce voyage de 1911 à 1914 en un exceptionnel témoignage visuel, malgré le froid extrême et les difficultés techniques de l'époque. Vers 1910, en Afrique orientale allemande, un officier colonial monta un zèbre apprivoisé, alors que certains Européens tentaient d'utiliser ces animaux comme monture. Ces essais restèrent rares, car les zèbres se dressent bien plus difficilement que les chevaux. Avant d'être envoyés au front, ces chars américains étaient poussés dans un vaste bourbier d'essais à l'usine Van Dorn Iron Works de Cleveland pendant la Première Guerre mondiale. Le terrain permettait de vérifier si chenilles et moteurs pouvaient continuer à avancer dans une boue profonde, l'un des grands obstacles rencontrés sur les champs de bataille. À seulement 17 ans, Nancy Serville fut arrêtée en 1936,
accusée d'avoir servi de guetteuse pour un groupe impliqué dans des vols à Queens. Après son passage au tribunal de Flushing, sa caution fut fixée à 25 000 $. Après une mensure, duel rituel très codifié des fraternités étudiantes germaniques, les blessures du visage étaient immédiatement soignées, tandis que les camarades entouraient le combattant. Les cicatrices, appelées schmiss, pouvaient alors devenir un signe visible de courage et d'appartenance au groupe. À Turley, en Angleterre, un aviateur américain inspecte la tourelle ventrale détruite d'un B-17 du 306e groupe de bombardement, entre 1943 et 1945. Cette position, installée sous le fuselage, était l'un des postes les plus exposés du bombardier et laissait très peu d'espace aux mitrailleurs. Le hula n'était pas réservé aux femmes. Vers 1900, des groupes d'hommes hawaïens pratiquaient aussi cette danse ancienne, liée au chant, au rythme et à la transmission des récits. Après des décennies de restrictions, le roi Kalakaua avait favorisé son retour dans les cérémonies publiques à la fin du XIXe siècle. Луис Лепке, бухгалтер, поднялся от уличной преступности Нью-Йорка до одного из руководителей организованной преступности и контролировал прибыльные рэкеты в профсоюзах. В январе 1944 года его перевели в тюрьму Синг-Синг, где через несколько недель привели в исполнение смертный приговор. Depuis cette salle de bain de Burnley, une mine de charbon apparaissait presque au pied des maisons, rappelant à quel point l'industrie faisait partie du quotidien britannique. Nick Hedges réalisa ce cliché en 1969 pour Shelter, dans une série consacrée aux logements pauvres et aux conditions de vie ouvrières. L'ingénieur aéronautique britannique Elliot Verdon Roe ne s'intéressait pas qu'aux avions. Il conçut aussi l'Avromobile, un étrange véhicule à 3 roues qu'il conduisait lui-même. Photographié à Southampton en 1924, ce prototype portait l'immatriculation HO9 530 et resta une curiosité plutôt qu'un succès commercial. Après un accident ferroviaire meurtrier en 1902, les locomotives à vapeur furent progressivement bannies de grandes centrales et remplacées par la traction électrique. Cette transformation permit de reconstruire entièrement le complexe et d'ouvrir en 1913 l'actuel Grand Central Terminal avec ses voies enfouies sous Manhattan. Dans Les Vampires, feuilleton policier français tourné à Paris entre 1915 et 1916, Musidora effectuait elle-même ses cascades, notamment des descentes le long des façades suspendues à une corde. Ancienne acrobate, elle refusait les doublures pour ses scènes risquées, chose encore rare pour une vedette féminine du cinéma muet. Dans The Hazards of Helen, les trains en mouvement devenaient le terrain de cascade réellement exécuté par les actrices, avec très peu de moyens de sécurité. Diffusée de 1914 à 1917 en 119 épisodes, cette série fit de Helen Holmes, puis Helen Gibson, des pionnières du cinéma d'action. Dans les fabriques de cigares, un lector lisait à voix haute journaux et romans pendant que les ouvriers roulaient le tabac à la main. À Tampa, les travailleurs choisissaient eux-mêmes les textes et payaient le lecteur, transformant de longues journées répétitives en véritables séances d'information et de littérature. Derrière les barbelés d'Angola, en Louisiane, des détenus attendent en 2004 l'appel qui les enverra au travail dans cette immense prison agricole installée sur d'anciennes plantations. Chandra McCormick documente depuis les années 1980 ce système où le travail pénitentiaire reste au cœur du fonctionnement de l'établissement. Probablement assistante de laboratoire, cette femme anonyme travaillait parmi verreries et instruments scientifiques dans les années 1920. Le cliché fut même imprimé en carte postale, mais les archives n'ont conservé ni son identité, ni la certitude qu'elle travaillait à l'Institut Rockefeller. Après le naufrage de l'Endurance, en 1915, Frank Hurley et Ernest Shackleton
durent vivre avec l'équipage sur la banquise dérivante à des centaines de kilomètres de toute terre. Pour alléger les charges, ils sélectionnèrent environ 150 plaques photographiques à sauver et en détruisirent près de 400 sur la glace. Écrasé par la banquise de la mer de Weddell, l'Endurance était déjà condamnée lorsque Frank Hurley le photographia entouré des chiens de l'expédition en novembre 1915. Shackleton et ses 27 hommes se retrouvèrent alors isolés sur la glace dérivante, sans navire ni moyen d'appeler des secours. Bien avant les smartphones, l'inventeur américain Samuel Hurst développa une technologie permettant de commander un écran directement avec le doigt. En 1982, 33 écrans tactiles furent présentés au public à l'Exposition universelle de Knoxville, donnant à de nombreux visiteurs leur premier contact avec cette interface. Pensée comme le symbole futuriste de l'Exposition universelle de Seattle, la Space Needle fut construite en moins d'1 an et culminait à 184 mètres. Lors de l'exposition de 1962, environ 2,65 millions de visiteurs montèrent dans la tour, devenue ensuite l'emblème durable de la ville. À l'exposition universelle de Philadelphie, en 1876, Alexander Graham Bell fit entendre la voix humaine à distance grâce à son nouveau téléphone. La démonstration impressionna notamment l'empereur du Brésil Pedro II et contribua à faire connaître l'invention au grand public. Pour lancer la Mustang, Ford choisit l'exposition universelle de New York, où le public la découvrit en avril 1964 et pouvait même monter à bord sur l'attraction Magic Skyway. Son succès dépassa toutes les attentes et transforma rapidement ce nouveau coupé sportif en phénomène automobile américain. Avant les multiplex IMAX, une équipe canadienne cherchait déjà à projeter une image immense avec un seul projecteur sur un écran géant. Leur système fit ses débuts à l'exposition universelle d'Osaka en 1970 avec Tiger Child, considéré comme le premier film IMAX. Pour expliquer la théorie de la relativité au grand public, le médecin et scientifique Georg Friedrich Nicolai participa avec le cinéaste Hans Walter Kornblum à des expériences filmées utilisant notamment un globe. Leur film scientifique, présenté en 1922, employait de nombreuses animations pour rendre les idées d'Einstein compréhensibles sans formule complexe. Le Curie-Landskiff de Manfred Curie avançait sans moteur. Son conducteur produisait l'effort par des mouvements de rame transmis aux roues. Présenté vers 1925, ce véhicule profilé à 3 roues aurait atteint près de 55 km/h, mais ne dépassa jamais le stade expérimental. Sous le nom de scène The Great Konchak, ce dresseur présentait un grand serpent enroulé autour de son corps, un numéro courant dans les cirques et spectacles forains du XXe siècle. Ces attractions reposaient surtout sur la maîtrise de l'animal et l'impression de danger créée devant le public. Pour construire le nouveau Grand Central sans arrêter le trafic, les ingénieurs enfouirent progressivement une immense gare de triage de 14 pâtés de maisons sous Manhattan. Vers 1908, les excavations avançaient autour des voies motorisières encore actives, avant l'ouverture du terminal à 2 niveaux en 1913. À peine les États-Unis entrés dans la Première Guerre mondiale, la poste de Cincinnati suspendit les envois vers l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie, la Bulgarie et le Luxembourg. L'avis, affiché le 15 avril 1917, montre comment la guerre modifia immédiatement la vie quotidienne jusque dans les services postaux. En février 1944, militaires, ouvriers de nuit et noctambules se pressaient dans le métro de Piccadilly Circus pour attraper le dernier train. Malgré la guerre et le blackout, Londres conservait une vie nocturne active que le photographe de Life David Sherman documenta dans toute la ville. Après le renflouement du Kursk, plusieurs trappes ouvertes révélèrent les tubes inclinés de ces missiles de croisière P-700 Granit, appelés Shipwreck par l'OTAN.
Le sous-marin en emportait 24 lors de son naufrage en 2000 et ses missiles furent récupérés intacts pendant les opérations de démantèlement. À Fullerton Harbour, dans le Nunavut, Geraldine Moody photographia en août 1906 des familles inuites installées dans leur camp d'été. Cette pionnière canadienne réalisa de nombreux portraits dans l'Arctique, constituant aujourd'hui un rare témoignage visuel de ces communautés du début du XXe siècle. Louis Lepke. Buchalter, au centre, était l'un des chefs du crime organisé new-yorkais et dirigeait le réseau de tueurs que la presse surnomma Murder, Inc. Photographié sous escorte en 1940, il fut ensuite condamné pour meurtre et exécuté à Sing Sing en 1944. Au lieu d'une lune de miel discrète, John Lennon et Yoko Ono invitèrent la presse dans leur chambre de l'hôtel Hilton d'Amsterdam pour parler de paix. Leur premier bed-in dura une semaine en mars 1969 et transforma leur mariage en campagne pacifiste largement médiatisée. Sur la plage de Waikiki vers 1922, ces pirogues hawaïennes étaient stabilisées par un flotteur latéral, une technique ancienne parfaitement adaptée aux vagues du Pacifique. Bien avant de devenir un symbole touristique d'Hawaï, ce type d'embarcation servait au déplacement, à la pêche et au transport entre les côtes. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.